si j'avais une baguette magique, j'allais faire de telle sorte que tout le monde aime le travail et le travail bien fait. Merci, merci. Alors, nous allons aborder la phase questions-réponses. Et je vais dire à M. Babine de dire à nos esclaves Bissa que la géoscience n'a pas de rapport avec la géomancie. Il ne faut pas ils vont confondre ces deux thèmes-là. Je vais inviter ici à mes côtés M. Théophile Ouedraogo pour la suite de l'émission. Alors, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes maintenant à la séance de questions. Et au regard aussi du temps, nous allons donc ouvrir une seule liste. Et les gens vont s'inscrire et puis nous allons donc passer le micro pour les contributions, les questions, les suggestions. Monsieur le secrétaire général, monsieur le conférencier, monsieur le chef de département, chers professeurs, docteurs étudiants, mais aussi journalistes et distingués invités. Je suis Ousseynou Thiam, maître de conférence en sciences de l'éducation de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, détaché à l'UOMA comme chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je peux dire tout le plaisir que j'ai eu à participer à cette rencontre à la fois scientifique et sociale. Chers professeurs, nous en Afrique, on n'a pas toujours cet art de célébrer des sommités. Nous connaissons bien Edgar Morin, nous connaissons bien Michel Serres, mais on connaît peu nos professeurs. Et ce que j'ai écouté aujourd'hui est à la dimension d'Edgar Morin et de Michel Serres. Nous devons dans nos universités prêter beaucoup plus d'attention à ces professeurs-là qui sont des grains rares, en voie de disparition. J'ai écouté monsieur le secrétaire général, j'ai écouté aussi à côté le professeur qui de temps en temps émet des mots, mais c'est des expressions de satisfaction, mais à la fois que j'interprète également comme des expressions d'inquiétude. La relève. Au niveau de l'UOMA, on essaie de faire en sorte qu'effectivement, que la jeunesse puisse être accompagnée. Nous donnons souvent des bourses et nous donnons 10 bourses chaque année à tous les pays, à tous les 8 pays. Il y a 4 en licence, niveau bac, il y a 2 en master, 2 en doctorat et 2 en spécialisation en médecine. La géologie également fait partie des disciplines que l'UOMA a ciblées parce que justement, dans sa globalité, je suis spécialiste de la géologie, je ne sais pas, j'ai eu des leçons en géohydrologie, etc. et tout, mais je voudrais juste ici attirer l'attention des collègues, des professeurs, à inviter leurs enseignants, leurs doctorants, leurs étudiants à postuler à cette bourse-là, qui effectivement apporte une réponse à l'interrogation de quelqu'un qui a pris la parole tout à l'heure en disant un peu effectivement que nous perdons des jeunes. L'UOMA est conscient de cela, c'est pourquoi ces bourses sont spécifiquement données aux étudiants qui veulent étudier dans la zone de l'UOMA. Parce que justement, nous voulons les fixer dans la zone de l'UOMA. Autre chose également, et ça c'est une question que je pose aux professeurs, vous savez, aux États-Unis, j'ai vu un documentaire où chaque année on forme plus de 300 et quelques ingénieurs. Dans la zone de l'UOMA, on peine à avoir 200, et puis plusieurs pays. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, professeur, aujourd'hui? En plus aussi, bien sûr, vous avez dit des infrastructures. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous puissions doubler même, parce que nous sommes dans une zone plus large que les États-Unis, doubler aujourd'hui ces besoins en termes de formation en ingénieur, mais particulièrement dans le domaine que vous êtes, puisque l'eau est source de vie, vous l'avez dit tout à l'heure, l'eau est également un bien social, mais l'eau empoisonne. Cher professeur, voilà la question que je voudrais vous poser pour que vous nous aidiez à apporter des réponses. Merci bien. Bonjour, chers tous. Et bonjour et merci au comité d'organisation pour ce canal qui trouve vraiment sa justification. Merci bien aux professeurs pour ces 100 minutes d'entretien vraiment qualitatif. Et j'avais une question en lien avec l'actualité, notamment les inondations au niveau de la RN numéro 1.
qui est jusque-là répétitif. Quelle solution est-ce que vous aviez à apporter pour que on puisse l'utiliser à bon escient? Vous avez tantôt parlé des seuils d'épandage. Et quelle autre solution est-ce qu'on pourra utiliser pour mettre fin définitivement à ces inondations répétitives? Je vous remercie. Merci, professeur. Moi, c'est M. Ibrahim Seydou. Je suis gendarme. Bon, moi, ma préoccupation... En fait, un peu plus fort, s'il vous plaît. Pourquoi, en fait, bon, jusqu'à présent, au Burkina, il n'y a pas une école de spécialisation en hydrologie et en hydrogéologie. Voilà. Puis, en fait, pour faire un master en hydrologie, il n'y a même pas une école même de formation au Burkina. C'est pas s'il y a une perspective d'ouverture d'une école, voilà, au sein de l'université de Joseph Kizerbo, pour former des hydrologues et puis des hydrogéologues. Merci. Bonjour, chers tous. Je suis Zerbo Rokia, du Centre national de la recherche scientifique et technologique. De prime abord, je tiens ici à remercier le professeur Nakolen Doucé parce qu'il a été aussi mon enseignant. Je suis géologue à la base. Voilà, et donc je tiens à le remercier parce que j'ai bénéficié aussi de son enseignement et de ses conseils. Je lui souhaite une paisible retraite et que ces connaissances ici qu'il a eu à diffuser au sein de l'université ne soient pas perdues, qu'ils soient perdurées et renforcées comme il a si bien dit. Sur ce, j'ai une préoccupation. Vu qu'aujourd'hui, beaucoup de privés, je veux dire les habitants, réalisent des forages chez eux à la maison pour des consommations personnelles ou pour la vente de l'eau, je voulais demander quelles précautions est-ce que ces personnes peuvent prendre pour s'assurer que l'eau qu'ils consomment est de qualité. Surtout pour les ménages, parce qu'en général, aujourd'hui, beaucoup de particuliers, dont beaucoup de ménages, réalisent des forages chez eux à la maison. Merci. Merci pour la parole. Je ne vais pas témoigner une deuxième fois. Non, c'est juste quelque chose que j'ai écouté ici. Je ne sais plus lequel des spécialistes a posé la question du monde de la recherche qui est comme une secte. Donc ça, c'est pas passé inaperçu. Je voudrais revenir là-dessus. Et il faut dire que l'inquiétude n'est pas mal posée, c'est vrai. Bon, on a du mal à créer la connexion entre l'industrie. Quand je dis l'industrie, c'est l'administration étatique. Tout cela, ça fait partie du monde professionnel des universités. On produit beaucoup de choses, mais malheureusement, ces choses ne sont pas vues. Ça veut dire que c'est notre système qu'il va falloir même revoir complètement. Je participe à un projet australien depuis combien d'années? Mais là, l'organisation est telle qu'il y a une structure entre les chercheurs et le monde professionnel. Oui, c'est un peu difficile pour un chercheur de sortir, tourner et dire voilà ce que j'ai produit. À un moment donné, vous allez même apparaître suspect. Les gens m'ont dit, est-ce que celui-là, ce n'est pas un escroc qui se balade de bureau en bureau pour demander des financements? Mais il faut que dans notre milieu, j'ai été en Espagne, j'ai vu que ce genre de structure existe aussi. Donc il faut qu'au niveau de nos structures de recherche et des universités, on ait ce genre de cellules. Ça existe au niveau de l'université Joseph Kizerbo, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais maintenant, quelle est l'efficacité de cette structure-là? Donc c'est un peu le problème. Et ajouter à cela, il y a même un problème au sein de nos structures de recherche. Les jeunes chercheurs n'aiment pas lire. Mon expérience, c'est que j'ai déjà partagé des documents à des gens qui devaient commencer des masters. C'est un jour que je suis rentré dans le nettoyage, je suis allé trouver que mes documents ont été classés là-bas. La personne a lu, elle n'a pas lu, je ne sais pas. Donc c'est un problème, il fallait qu'on revienne là-dessus. Je me souviens qu'à une des réunions avec notre président, j'ai eu à revenir sur la question. Il ne faut pas se lever pour faire l'audit des projets ou encore des formations payantes. Il faut prendre des initiatives et créer une structure qui va aller vers les professionnels, demander quelles sont leurs inquiétudes, leurs soucis. Est-ce qu'il n'y a pas des équipes au sein de nos universités qui sont capables de résoudre ces problèmes-là? C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'était l'objet de mon intervention. Je remercie une fois de plus, c'est vrai que je ne vais pas témoigner une deuxième fois, mais je vais en tout cas féliciter mon professeur pour la manière avec laquelle il a tenu l'entretien de ce matin. Merci.
Ok, merci bien. Je suis Dr Abdoulaziz Bari du département de géologie. Merci aux organisateurs pour cet événement qui est une première et j'espère qu'ils vont perdurer ce événement. J'avais deux petites questions pour le professeur. D'abord, la première, c'est en lien avec la recherche. Vu toute la carrière qu'il a eu à mener dans le domaine hydrogéologique et géologie, et pour l'avenir, quelles sont en fait les perspectives de recherche qu'il aimerait que les futurs chercheurs puissent aborder? Voilà. Et nous savons qu'au Burkina, on s'est beaucoup intéressé à la question quantité-quantité. Et avec la prolifération des sites d'orpaillage, des industries minières et également des industries de ferraille, et beaucoup de zones ont révélé des problèmes de pollution. Voilà. Et durant sa carrière, le professeur a pu mener des plaidoyers auprès des structures chargées de ces questions-là pour qu'on puisse veiller au grain pour ne pas atteindre les problèmes critiques que rencontrent les pays occidentaux actuellement. Voilà. Et la deuxième question, c'est de voir avec le professeur une question aussi basique, mais qui peut nous servir tout au long de notre carrière. D'où il tire sa force. Voilà. Et cette force de vouloir toujours venir en aide à ses étudiants à tout moment. Je me rappelle bien que quand je faisais ma thèse en France, en co-tutelle avec Ouagadougou, bien sûr, à tout moment, quand j'appelais le professeur, à n'importe quelle heure, il décrochait, même s'il ne décrochait pas, il me rappelait pour savoir ce qu'il y a. Même si c'est des problèmes administratifs, le professeur se chargeait de la question et s'élevait lui-même pour aller résoudre ces questions. Et d'où lui vient cette force-là? Et surtout, sa ponctualité. Durant tout ce temps, je me rappelle que j'ai eu un rendez-vous manqué avec le professeur à cause de 2 minutes de retard seulement. Voilà, d'où il tient cette force-là. Merci. Yamigo Ibrahim, étudiant en modélisation géologique des réserves d'hydrocarbures à l'Université du pétrole et du gaz à Moscou. Bon, ma question, ça concerne un peu sur les richesses aussi. Le professeur a eu à parler du barrage de Samadeni, où ils ont trouvé un coefficient pour résoudre un problème. Bon, c'est un peu une question de terrain. Bon, j'aimerais savoir si le professeur peut expliquer un peu comment ils ont trouvé, s'il peut expliquer un peu comment ils ont fait pour résoudre ces problèmes avec le coefficient qu'ils ont trouvé. Monsieur le secrétaire général qui veut intervenir également. Donc, donnez le micro à monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît. Okay. Merci bien. Je n'ai pas de questions, hein, mais je m'en voudrais quand même de ne pas intervenir après la prestation du professeur. J'ai passé donc 1 heure de temps à noter de très bonnes choses. Je voudrais vous rassurer ça et vous dire merci. Merci pour votre disponibilité. Merci pour ces éléments qui vont au-delà de la science que vous nous avez prodigués ce matin. C'était juste pour ces mots que je prends la parole. Merci bien. Merci à tous les intervenants et nous allons donc donner la parole au professeur pour des éléments de réponse aux questions. Ok, merci pour tous ceux qui ont intervenu. Au niveau de l'UMOA, on pose le problème de la formation des ingénieurs. Comment faire pour former des ingénieurs par rapport aux États-Unis qui forment des milliers. Pour commencer, je vais vous dire la chose suivante, la formation a un coût. Et généralement, les gens ne voient pas l'intérêt de former des ingénieurs. M. Drago posait le problème de formation quand il s'est arrivé au Lumigel. Ça a été une bataille. Les gens ne voulaient pas. Jusqu'à des gens ont dit qu'il ne faut pas que je confonde le BIMIGEV à l'université. Parce que ça pas que lorsqu'on forme quelqu'un, ça contribue même à rehausser le niveau de la structure. La science évolue. C'est comme le ministère de l'eau. Les agents qui sont là-bas
ils ont besoin d'être formés. Donc, la formation, c'est très important. Si on ne hausse pas le niveau, mais nos pays vont rester toujours en bas. Et peut-être qu'on va faire toujours appel à des gens dehors qui vont venir, mais qui vont pas être compétents. Parce que former en Afrique, c'est très intéressant. Quand je faisais ma thèse, j'ai fait une partie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Quand je suis arrivé, l'université a fait un truc que voilà un qui sort de l'eau dans le granit pour donner aux gens. Pour les gens, c'est un extraterrestre. Comment aller chercher de l'eau dans le granit pour boire? Parce que le Québec, il y a plus de lacs que d'habitants. Donc, l'eau. Au contraire, les hydrogéologues et les hydrologues luttent contre les inondations. Donc, sinon, ça a un coût. Selon moi, on doit former davantage. Vous avez dit qu'à votre niveau, vous mettez un peu de moyens pour la formation. Je vous invite à faire davantage et surtout faire le plaidoyer vers d'autres structures parce que, bon, vous n'avez certainement pas, si vous avez les moyens, la baguette magique, peut-être vous allez donner la bourse à beaucoup de gens, mais on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Mais vous pouvez faire le plaidoyer envers d'autres structures lors de vos réunions pour que les gens voient qu'il faut former beaucoup d'ingénieurs et dans nos pays, pas les envoyer à l'extérieur, parce qu'il y a certaines formations où c'est nécessaire d'envoyer à l'extérieur, mais d'autres, comme j'ai dit pour l'hydrogéologie, vous envoyez un Sénégalais à Watt, mais ça ne sera pas la même chose, parce que ça, eux, c'est la lutte contre les pollutions. Pour les inondations au niveau de la Nationale 1, parce que ici, nous, quand on dit construction de barrages, c'est pour, c'est pour l'alimentation, c'est pour l'irrigation, etc. Mais au préalable, les barrages sont faits pour lutter contre les crues. Donc, il faut, pour résoudre ce problème-là, c'est pas de faire, parce que si on fait un grand pont, dans tous les cas, en bas, donc vous allez déménager les populations. Donc, il y aura toujours ça. Donc, il faut un barrage qui va réguler les crues. Parce que même, vous voyez, au tout début, quand le colonisateur a fait les barrages numéro 1, numéro 2, c'est vrai, dans un premier temps, peut-être c'est pour avoir de l'eau, mais c'est pour gérer les crues et les inondations. Donc, le barrage, la première des choses, c'est pour gérer. Donc, pour moi, on doit essayer de voir si on peut trouver un site pour faire un barrage. Ça va servir à deux choses, lutter contre les crues, mais surtout, les gens vont se servir pour faire de l'irrigation, etc. Donc, je crois que les gens doivent mettre très rapidement l'accent pour l'étude pour voir si on peut faire un site de barrage. On a mis pour des problèmes de formation en hydrologie et hydrogéologie. Donc, en hydrogéologie, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on forme ici, dans d'autres universités, comme chez Touré, etc. Les gens forment. Et maintenant, pour l'hydrologie, en tant que telle, vous voyez, ça demande un certain nombre de moyens. On ne peut pas, je dis, en tout cas, à ma connaissance, ce serait difficile de l'ouvrir, par exemple, à Zoé Kizerbo. Je crois qu'en temps, l'université Haute Nouvelle voulait ouvrir, et pour le moment, ce n'est pas mis en place. Parce que ça demande un certain nombre de moyens et ça demande aussi des compétences. Et aujourd'hui, au niveau de l'hydrologie, nous avions, c'est le centre Agrimet qui forme nos hydrologues. Donc c'est l'endroit typique pour former les choses. Donc pour celui qui veut faire l'hydrologie, moi je le conseille, c'est le centre Agrimet. Maintenant nos universités aussi peuvent l'ouvrir. Mais pour l'instant, c'est le centre Agrimet qui font ces formations. Les précautions à prendre pour la qualité de l'eau pour ceux qui font les forages dans leur cours.
j'ai dit à mes amis qui voulaient faire des forages dans les cours, j'ai dit si c'est pour boire, je ne les conseille pas. Parce qu'on a tous la mauvaise idée de dire que l'eau de l'ONEA, ce n'est pas potable. L'eau de l'ONEA, c'est très potable. Et comme j'ai dit, l'eau qui est dans votre cour n'est pas l'eau de l'ONEA. C'est vous qui polluez. Parce que vous mettez des tuyaux, vous avez des arbres et les racines percent et vos toilettes, l'eau de vos toilettes rentre. Sinon, l'eau de l'ONEA, c'est de l'eau potable. Et 2 fois par jour, ils ont l'obligation de vérifier pour montrer que l'eau est potable. Malheureusement, parfois les gens ne sont pas au courant. On accuse, quelqu'un prend l'eau dans sa cour, il analyse, il dit que l'eau, l'ONEA, que c'est pas potable. Parce que je me souviens, il y a une ambassade qui a osé même faire des publications. Mais faites le tour dans cette ambassade en question. Il y a beaucoup d'arbres. Parce qu'ils ont loué la cour de quelqu'un qui aimait les arbres. C'est tout à fait normal. Maintenant, les tuyauteries avec les WC, les racines des arbres percent facilement. Donc, et faire un forage dans sa cour, je dis, parfois c'est montrer qu'on a juste de l'argent. Si vous avez cet argent-là, allez faire un forage dans votre village et utilisez l'eau de l'ONEA. Même en termes de coût, vous faites un forage, même si on prend une durée de vie de 10 ans, le coût là, ça dépasse de 3 fois votre consommation de l'eau de l'ONEA. Et vous aurez fait service à la nation en allant faire le forage au village pour les gens. Parce que lorsque on fait les forages même dans les cours, c'est de la pollution assurée. On a beau prendre des dispositions en isolant, mais c'est très compliqué. Ce n'est pas recommandé de faire des forages au milieu des concessions. J'ai fait cette bataille-là avec l'ONEA, donc je leur ai dit, assainissement, là, ça pose problème. Parce que je prends l'exemple, on met un forage dans le village et vous avez les toilettes tout autour. Qu'est-ce qui est pris, quelle disposition pour que ça ne pollue pas? C'est difficile, on peut prendre des dispositions, mais c'est très compliqué. Barry a parlé de perspectives de recherche. Je l'ai souligné, aujourd'hui, c'est le problème de l'infiltration qui n'est pas assez développé. Il faut mettre l'accent pour faire des études, pour montrer comment faire pour favoriser l'infiltration. Comme je dis, il y a des diguettes antidéologiques. Il faut faire des études pour montrer leur importance et voir si on ne peut pas trouver autre chose. Parce que c'est ça les grands défis. Mais toujours, vous allez continuer sur comme je dis, les facteurs de productivité, vous allez continuer, etc., etc. Vous demandez d'où je tire ma force. D'abord, vouloir, c'est pouvoir. Si on veut, on arrive. Deuxième chose, il faut rendre service dès que vous pouvez. Si vous avez ça dans la tête, vous aurez toujours la force. Mais bien sûr, cette compréhension aussi en famille. Donc, normalement, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, il faut tout faire pour qu'il y ait cette harmonie-là. Donc, il faut prier Dieu d'avoir une bonne épouse et forcément des enfants qui vous écoutent. Mais tout vient de vous. Parce que vous allez faire, il faut éduquer par ce que vous êtes. Je crois que c'est ça le plus important. C'est ça d'où je tire ma force. Si ce matin, avant de venir ici, je faisais bagarre avec mon épouse, vous voyez, je vais avoir des difficultés pour tenir. Si elle ne cherche pas à me comprendre, elle va dire, tu es à la retraite, c'est samedi, même il faut te reposer, quoi? Non, c'est la culture du travail bien fait. Si vous avez cette culture du travail bien fait, vous aurez toujours la force. Voilà. SG. Bon, oui, ce sont des jeunes qui ont écouté par rapport à tout ce qu'on dit. Oui, ils se battent.
Vous allez voir, il va quitter ici, ce samedi-là. Après, il va aller au bureau. Mais son épouse sait qu'il est au bureau. Il va travailler, parce que s'il ne fait pas ça là, le ministère là va sombrer. Or qu'on veut des résultats. Donc, pensez à vous, pensez aux autres, ayez de l'harmonie, et tout mal, vous aurez toujours de la force. Pour la question très spéciale sur le barrage de Samandeni, que comment on en fait, non, c'est pas moi qui fais le barrage. Mais, j'ai dit, quand on considère le Burkina, on dit probabilité pour qu'il y ait un séisme, ça tend vers 0. Comme si la probabilité n'a pas de mémoire. Mais on a montré que c'est possible qu'il y ait tremblement de terre dans cette zone-là à cause des intrusions de l'élite. Donc, lorsque on dit ça, dans la conception du barrage, si ça devrait coûter 100 millions, ça va coûter 200 millions parce que le fer qu'on va utiliser, les matériaux qu'on va utiliser, ça va être différent. Donc, c'est ça qu'on dit qu'on a un coefficient sismique qui sera appliqué pour la construction du barrage. Et oui, c'est ce que j'ai dit. Même, j'ai dit qu'on a eu tellement de difficultés avec le barrage de Ziga, mais c'est parce que chaque fois, on propose des choses avec des coefficients, donc ça augmente le coût du barrage. Mais, comme je dis, mieux vaut prévenir, parce que, regardez, aujourd'hui, l'importance du barrage de Samandeni, l'importance du barrage de Ziga. Les gens ne peuvent pas mesurer l'importance de ce barrage-là. Aujourd'hui, vous voyez, on a du poisson. Bientôt, hydroélectricité. On va cultiver tout autour. C'est ça qui peut amener à l'autosuffisance alimentaire. Le développement économique du Burkina. Les barrages, c'est très important. Donc, il faut prendre les dispositions pour que ça ne casse pas. Parce que si ça casse, c'est la catastrophe. Pour reprendre, ce n'est pas possible. Même vous voyez les petits barrages que le ministère gère. Quand ça casse, c'est des difficultés pour réparer. Et un grand barrage comme Samandeni, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut mettre les moyens qu'il faut. Donc, voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Donc, je suis aussi intervenu. Merci. En tout cas, je souhaite que vous réussissiez dans votre ministère pour le bonheur des Burkinabés. Alors nous ne pouvons pas manquer de dire toujours merci au professeur. Je pense que les réponses nous ont permis de mieux comprendre tout ce qui a été dit. Et la journée, bien sûr, s'achemine vers sa fin. Et par conséquent, je vais inviter le rapporteur général à venir donc nous faire la synthèse de nos travaux de ce matin.